Je vais écouter en effet parce que c'est bien simple. Moi j'ai ma présentation prête, écrite. Ça est 9 pages, 8 pages et une de référence. Je vais simplement épingler les affaires et je vais autoriser Emmanuel à mettre sur le site d'AC Génocide Canada et vous aurez accès aux détails. Moi, je voulais justement faire une présentation pour compléter le Mushingana et Zenon Ichaezi pour vous dire de mon expérience que j'ai eue comme étudiant à l'université, parce qu'en 72, j'étais en première candidature à l'université officielle de Bujumbura. J'ai vécu moi aussi ces événements. Je ne reviens pas sur ces tragédies parce qu'il a vraiment très bien passé, mais je vais vous dire les réactions qui ont eu lieu dans le monde et comment on a galvaudé ce génocide des Tutsis. Et comment ce galvaudage continue même au moment où nous sommes en train de nous réunir. Le galvaudage, j'ai cherché dans le dictionnaire et on dit que c'est compromettre quelque chose, galvauder. C'est déshonorer cette chose en faisant un mauvais usage. Je vais vous montrer 4 expériences de galvaudage du génocide du Burundi, des Tutsis au Burundi. Pourquoi je le fais? Simplement parce que, pour suivre l'exemple de la prière que vient de dire Zénon, le 29 avril, il faudrait vraiment qu'on prenne l'habitude de nous souvenir de ces victimes et de ces victimes collatérales que sont les Hutus de cet événement de 72. Vous savez, le 28 de chaque année, les Israéliens qui ont perdu 6 millions de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, le 28 avril, ils ont l'habitude à 10h heure de Jérusalem de tout arrêter. Ils arrêtent tout. Les sirènes jouent. Si vous êtes dans la rue, vous arrêtez votre voiture, vous vous recueillez pour vous souvenir de ces gens-là. Nous, on devrait faire la même chose. Eux, ils font 2 minutes, on peut faire même 1 minute ou 3, pourvu qu'on se souvienne de ces victimes. Pourquoi se souvenir? Simplement parce que, comme disait Voltaire, que vous connaissez très bien, il disait dans Édith, on doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité. Figurez-vous que les gens, au moment où nous parlons, il y a un groupe qui se réunit à Montréal dans une fameuse conférence internationale pour commémorer le 42e anniversaire du génocide des Hutus. Vous venez d'entendre ce que le Mushingana Zénon vous a dit. Il n'y a jamais eu de génocide des Hutus. Il n'y a jamais eu ça. Mais il y a eu un génocide des Tutsis et toutes les chancelleries qui étaient basées à Bujumbura ont fait des câbles diplomatiques à leur capitale. Il y a beaucoup de choses que nous ne saurons jamais du côté des Belges ou des Français ou des Congolais, s'il y a Kinshasa, il y a encore des archives, je ne sais pas. Mais en tout cas, du côté des Américains, l'ambassadeur Menendez, qui était là, les câbles qu'il a envoyés au département d'État, au début, maintenant c'est que ça commence à sortir avec les Wikileaks, tout ça là, heureusement, grâce à Dieu, maintenant nous avons tous les câbles que l'ambassadeur Menendez a envoyés à Washington. Maintenant nous savons que dans l'analyse, la première analyse, il parlait de coup d'État des Hutus pour se rebeller contre les Tutsis, pour suivre le modèle rwandais.
Deuxième étape, il disait que c'était des agressions, des Hutus bien organisés, mais qui faisaient face à une armée beaucoup plus organisée et qui avait risque de faillite de la révolution sociale au Burundi, comme il y avait eu la révolution sociale 59 au Rwanda. Nous savons qu'il a dit vers la fin, les dés sont jetés, l'affaire a foiré, les Tutsis sont forts. Ça, nous le savons. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui permet à des scientifiques, des chercheurs d'interpeller le gouvernement et de lui demander des pièces, soit qu'on cache. Et de ce fait, le gouvernement doit remettre ces documents. Nous n'aurons jamais des documents de Maintenant, le premier galvaudage qui se passe aujourd'hui à Montréal, ces gens-là qui s'organisent, ils ont mis sur leur site internet ceci. Parce que j'étais diplomate à l'époque. Quand il a été nommé, je n'étais pas, j'étais encore à l'université, mais je l'ai rencontré quand il a déposé son rapport en 1978. J'étais diplomate depuis 1977. Et j'étais délégué aux Nations Unies. Et il est venu présenter son rapport à la 3e commission où j'étais délégué. Monsieur Shanki Iko a expliqué des tas d'histoires sur le génocide, etc. Il a beaucoup parlé, il a parlé des actes constitutifs, il a la convention. Mais figurez-vous que dans son rapport, aux 196 pages, presque 200 pages, le Burundi n'est cité que 2 fois. Une fois, simplement pour dire, quand la Belgique a signé la convention en 1952, eh bien, le Rwanda et le Burundi, qui étaient sous tutelle, ont accédé à la convention sur la répression du génocide. Première citation. Deuxième, le Burundi n'a pas encore signé lui-même depuis qu'il est indépendant. Le Burundi était parmi les 66 États qui n'avaient pas encore accédé à la convention. Deuxième citation en point très. Tiens. Alors moi je me suis demandé, et je me demande toujours maintenant, pourquoi la raison pour laquelle les événements de 72 qui se sont passés pendant le mandat de monsieur Nicodème Pourquoi les événements de 72 qui sont déroulés pendant qu'il était déjà nazi, il avait l'argent nécessaire pour faire les enquêtes, pourquoi il n'a jamais arrêté le génocide de 72? Quelqu'un peut-il avoir une idée? Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi il n'en a pas parlé. Mais ce que je sais, que je suis maintenant, parce que je lui ai parlé, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui même les années qui ont suivi, je peux vous donner quelques hypothèses. Premièrement, il ne pouvait pas parler des événements d'avril, mai, de juillet 73 au Burundi, sans évoquer les événements de novembre 59 au Rwanda. Comment est-ce qu'il allait dire qu'il y a eu génocide au Burundi? Il ne même pas parler de 59 au Rwanda. Impossible. Et qui avait intérêt à ce qu'il n'en parle pas? J'en connais beaucoup qui avaient intérêt à ce qu'il ne mentionne pas le Burundi. Il y a d'abord son propre gouvernement. Mais il y a la Belgique qui avait été responsable depuis les années 30 de faire la diversion entre les Tutsis et les Hutus, à faire des stéréotypes du nez long, de la taille. Les Belges n'auraient jamais voulu qu'ils se retrouvent dans le radar. Les Américains, les Danois, les Norvégiens, qui entretenaient des missions au Burundi. Et les missions protestantes et autres, au sein desquelles des enseignements d'Oubou et du Méproba, beaucoup des étudiants en Belgique, envoyaient des gens pour apprendre
comment les Rwandais s'étaient débarrassés des Tutsis, le Danemark, le Norvège et les États-Unis n'auraient pas voulu se retrouver dans le Rwanda. Vous voyez? Et je sais, parce que j'étais là et j'ai entendu les déclarations des uns et des autres. Alors, ça ne pouvait pas, on ne pouvait donc pas en parler. Et Nyangesha, en prenant un petit whisky là, au salon des délégués, je lui ai dit, mais déjà, vous êtes génocide, il y a pas tous authentique. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. Mais une note intéressante, c'est que un juriste extraordinaire, ce juriste, il a commis aussi une grosse bêtise. Dans son rapport de 196 pages, très bien documenté, il a oublié aussi de mentionner le génocide arménien. Peut-être qu'il ne connaît pas bien les réalités, etc. Alors qu'on le félicitait pour tout le reste, mais on l'a massacré pour cette oubli. Le résultat, c'est qu'on a nommé un autre rapporteur spécial qui s'appelle Benjamin Whittaker en 1978. Deux mois après avoir remercié M. Vachangiko, on a nommé un Britannique. Bon, mais toujours est-il que Benjamin Whittaker a pris tout son temps et il a analysé les affaires. Et il a fait un plus court rapport, parce que lui, il n'a fait qu'une quarantaine de pages, parce qu'on lui demandait de corriger, de compléter ce qui manquait dans l'affaire de Nicodème Vachangiko. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? Parce qu'il y avait certains gouvernements qui étaient derrière. De même que le gouvernement turc voulait absolument refaire l'affaire parce qu'on avait oublié, parce qu'on avait nommé les gens. Mais il y a des gouvernements qui devaient absolument ce qu'on mentionne le génocide du Burundi. Alors lui, il a dit, en action en 1962, 65, 69, 72, 88, 91, 82, 13 et même 1995 à l'université du Burundi avec le massacre d'étudiants Hutus par d'autres étudiants Tutsis. Ça, c'est un galvaudage. Parce que si on devait le prôner, on n'a pas le temps, on peut s'organiser un autre jour. On pourrait aussi vous parler des événements qui ont émaillé l'histoire du Burundi. Mais vous allez constater que la constante, c'est ce que Moshiga Nahezeno a dit, ça a été toujours des tentatives d'un groupe de Hutus intellectuels pour s'organiser, organiser des paysans pour aller massacrer les Tutsis. C'est pour ça que quand on est respectueux de l'histoire, moi j'en suis un aussi respectueux de l'histoire, je suis historien de formation. J'ai fait la diplomatie par accident, mais j'étais fait pour enseigner. J'étais fait pour enseigner au secondaire. Moi, si j'avais j'aurais enseigné les réalités. Et je vais résumer ça. Ça, c'est un galvaudage. Et le deuxième, ce galvaudage-là, simplement parce que ces gens-là ignorent qu'il y a 3 documents fondamentaux là, auxquels ils auraient pu se référer, mais qui n'en font pas. Le premier, c'est le livre blanc sur les événements d'avril 72 qui a été publié par le gouvernement de Michombero suite au judicieux conseil de feu l'ambassadeur Melchior Bouakira, qui était directeur général aux affaires étrangères à l'époque. Il n'y avait pas de ministre, comme il vous l'a dit. C'est lui qui était le ministre des Affaires étrangères et qui devait traiter avec les missions diplomatiques. Et il était assailli tout le temps par des questions. Et il a dit à Michombero, vous savez, non, il ne faut pas faire comme les Burundais nous avons toujours fait en disant, oh, mais vous que c'était un cas de défense. Parce que le Burundi était attaqué. Alors il va dire,
qui a dit non, il faut écrire la réalité de ce qu'on sait maintenant. Ça, c'était quand on savait bien des choses le 15 mai. Et effectivement, le 30 mai, le livre blanc est sorti. Ce livre blanc a montré comment on a traité l'affaire sur le plan militaire. Et puis ça a démarré une offensive sur le plan médiatique. Tout le monde se souviendra des échanges au vitriol entre Machéry François, qui était un grand éditorialiste chez nous, et Nsengiyumva au Rwanda. C'était dramatique. C'était la guerre. Les Rwandais attisaient les masses autour du Burundi tous pour se lever et continuer ce qui avait commencé. Et Machéry jetait de l'eau froide dans la fournaise. C'était donc, le livre blanc parle de ça, montre, établit les responsabilités. Les Hutus ont attaqué les Tutsis et l'armée a été ordonnée d'aller mettre un peu d'autres. Il montre comment sur le plan politique, on a ce qui se passait, l'affaire d'Ondare 5, tout ça s'est expliqué là-dedans. Cette affaire de s'attaquer aux Tutsis avant, tout cela, c'est dans le livre blanc. C'est dans le livre blanc. Sur le plan judiciaire, ils ont dit exactement comment on a utilisé les listes de la sécurité nationale qui avaient des détails sur les responsabilités individuelles. Les responsabilités individuelles. C'est pour ça qu'on avait des listes qui, quand on allait à l'UOB, moi j'ai vu ça, on avait des listes. Et on avait à côté de nous des étudiants Hutus de notre classe qui n'étaient pas inquiétés. Donc ce n'était pas à tout ramasser là. Et puis ils ont expliqué aussi sur le plan diplomatique ce qu'ils ont essayé de faire. Finalement, ils ont... Simanani Abtemon, qui était ministre à l'époque, quand on avait réinstallé le gouvernement, il a mis du temps, le pauvre, parce que la situation était délicate. Mais finalement, il a été à la tribune des Nations Unies et il a expliqué ce qui s'est passé, surtout qu'il suivait comme liste des speakers à une attaque en règle aux Nations Unies par le ministre rwandais des Affaires étrangères de l'époque, Yitwa Munyaneza. Oh, il nous en a fait voir des vertes et des parures sur Munyaneza. Mais tout a été consigné aux Nations Unies. Il y a eu attaque, il y a eu défense. Mais dans le cadre de la défense, il y a eu malheureusement des débordements, des militaires qui n'ont pas bien écouté presque les autres parce qu'ils n'ont même pas eu les ordres, ils ont dû se débrouiller, des choses comme ça. Et que la justice allait se faire. Oui, ça c'est le premier cadre que ceux qui font le galvaudage ne suivent pas. Deuxième cadre, et ça c'est intéressant. En 1971, un an avant les événements, aux Nations Unies, on s'est rendu compte que la Convention de Genève sur la répression, la promotion et la répression du crime de génocide de 1948 n'avançait pas suffisamment. Et ils ont décidé de désigner un rapporteur spécial pour analyser mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi les choses n'avancent pas. Et ce qu'a fait aussi un professeur belge, Philippe Reintjens. C'est de là que le galvaudage que notre ami a amené dans l'affaire. Maintenant, parlons quand même de la valeur juridique de ces choses. Parce que les délégations du Cameroun, qui est Tomo Monté, mon ami, qui est maintenant toujours là, il est ambassadeur là-bas, qui connaît très bien l'affaire, il a massacré Whitaker. Et contrairement à l'habitude, la façon dont on traite les rapports des rapporteurs spéciaux, d'habitude, on s'organise, on s'entend en délégation et on reçoit le rapport et on félicite. Mais cette fois-ci, il y avait tellement de controverses qu'il a fallu passer au vote pour savoir ce qu'il fallait faire de ce rapport de Benjamin Whitaker. 88 votes étaient pour juste le recevoir sans plus. 75 ne voulaient même pas en entendre parler.
finalement, on a dit on va recevoir le rapport. Pourquoi le recevoir? Parce que quand même là-dedans, il a complété très heureusement ce que avait dit notre ami Racha Keiko, de propositions nouvelles, notamment la création d'un poste aux Nations Unies de commissaire aux droits de l'homme. Et aussi la création de la gestion des crimes de génocide par un tribunal international. Le Rwanda a accepté là-dedans, a voté pour tout ça. C'est pour ça qu'ils ont pu avoir accès au tribunal international qui a jugé les génocidaires de 1994. Je dois vous dire que, à part ces choses intéressantes, il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ces rapports. Mais ceci aurait pu garder les gens un peu loin du galvaudage. Je n'aime pas beaucoup François Mitterrand, l'ancien président français. Mais quand même, quand lui, il dit des choses qui forcent mon admiration, oui, je dois le saluer. Il a dit, lorsqu'il fêtait le génocide de 1915, en 1984, François Mitterrand a dit « Il n'est pas possible d'effacer les traces du génocide qui vous a frappé. Cela doit être inscrit dans la mémoire des hommes et ce sacrifice doit servir d'enseignement aux jeunes en même temps que de volonté de survivre afin que l'on sache, à travers le temps, que son peuple n'appartient pas au passé, qu'il est bien du présent et qu'il a un avenir. » Les victimes Tutsi de 1972 appartiennent à un peuple qui n'est pas du passé. C'est un peuple vivant qui a sa place au Burundi et ses enseignements de les massacrer, de les retourner via les rivières qui courent à travers jusqu'en Égypte, ça c'est du galvaudage. Le génocide est un crime. Un crime imprescriptible et un crime punissable dans nos lois. On a traîné, on ne l'a pas fait. Je pense que, vous verrez ce que j'ai dit dans l'exposé, lisez-le en détail. J'ai dit qu'il faut éviter le salaire de la honte, qu'il faut éviter le remords de l'inaction et le prix de la trahison. Parce que si nous qui vivons, nous ne nous battons pas pour reconnaître, respecter nos morts qui sont morts inutilement et demander les rétributions appropriées pour les survivants, nous aurons trahi. Et je ne pense pas que cela soit dans le cœur de chacun. Merci à l'ambassadeur Tassis Nakiro. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Encore une fois, vu le temps qui nous fait défaut, mais vous ne me permettez pas cette fois-ci de ne pas faire un tout petit pont entre son exposé et les témoignages de Canton. L'ambassadeur a souligné, entre autres choses, la tenue aujourd'hui à Montréal d'une commémoration négationniste, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, j'ai reçu des nouvelles de cette conférence. Nous avions une délégation de la CGNC du Canada qui s'était rendue pour contrarier, confondre les négationnistes. Ils étaient parvenus à entrer dans la salle. Ils avaient dû payer $80 pour y entrer. Rien ne prouvait que les autres invités devaient payer. Et bien, après le début de la conférence, les organisateurs ont demandé à la police de faire sortir les Tutsis. Il y en a une ou deux, je ne dois pas mentionner celui qui est parvenu à rester, il n'a pas encore fait son rapport. Alors, j'avais pensé, si le temps l'avait permis, de faire une présentation sur notre association. Maintenant, à défaut de faire notre définition par rapport à ce que nous sommes, au moins je préfère définir assez le Génocide Canada, parce que nous ne sommes pas. Vous êtes ici, on ne vous a pas demandé votre ethnie.